La semaine de l'écho sur France 24. Bonjour, on va parler cette semaine du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce fameux PLFSS examiné au Sénat depuis mercredi. Suspension de la réforme des retraites, gel des prestations sociales ou encore franchise médicale. Les points chauds sont nombreux et le Sénat en capacité de défaire ce qui a été fait à l'Assemblée aujourd'hui. On va s'intéresser tout particulièrement à la santé avec cette question. Est-elle aujourd'hui sacrifiée sur l'autel de la dette? On va en parler avec mes invités, je vous les présente. Bonjour Séverine Selgado, vous êtes la directrice générale de la Mutualité française. Face à vous Cédric Pironneau, cofondateur et directeur de SPVie. Ce sont des assurances santé complémentaires. Bonjour. Bonjour. Nathalie Coutinet, bonjour. Économiste spécialiste de la santé à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Je salue également Frédéric Bizard, bonjour. Professeur d'économie affilié à l'ESCP, président fondateur également de l'Institut Santé. Merci à vous quatre d'être là. Avant de tous vous donner la parole, on va écouter sur France 24 la ministre de l'Action et des Comptes Publics ainsi que deux sénateurs, LR et PS. Écoutez. Nous n'avons pas 3,4% de croissance des cotisations. Or, nous avons 3,4% de croissance des dépenses. Le mantra, ça va être pendant tout le déroulé de cette discussion sur le PLFSS, sur tous les sujets, nous n'avons pas assez de recettes. Et en face, nous n'entendons jamais, nous allons essayer d'en trouver d'autres. On a aussi le vieillissement de la population et on ne pourra rien faire contre le vieillissement de la population parce que ce vieillissement sera accompagné de maladies, obligatoirement. De maladies chroniques, bien sûr, comme le disait Madame la Ministre, qu'il faudra, pour les professionnels de santé dont j'étais, soigner. Voilà pour ces prises de parole. Avant de rentrer dans le détail des mesures, question d'ordre général. En France, je le disais en introduction, la santé est-elle aujourd'hui sacrifiée sur l'autel de ce déficit structurel ? Alors, si on se rappelle que les projets de loi de financement de la sécurité sociale, les budgets de la Sécu ont été créés à l'origine pour organiser un débat chaque année, un grand débat de la représentation nationale sur les besoins sociaux et les modèles sociaux de la France, on a de quoi en effet être déçus, particulièrement cette année, mais les années aussi précédentes, on était aussi un petit peu déçus parce qu'on voit que c'est encore une fois un budget avec des mesures court-termistes, des mesures comptables, où en fait on va essayer d'atteindre péniblement un équilibre que le gouvernement s'est fixé. Et donc on a des mesures on voit qu'il n'y a pas de ligne politique forte, on voit qu'il n'y a pas de vision qui est portée par le gouvernement avec ce budget de la sécurité sociale. Et alors le meilleur exemple, je crois que c'est, vous l'avez cité en introduction, c'est le doublement des franchises. En fait, on recherche du rendement un peu immédiat, du rendement financier. Les franchises, c'est assez pratique, mais ça ne peut pas durer. Enfin, on ne va pas pouvoir chaque année trouver un rabot ici sur une dépense de santé, là une nouvelle taxe, et puis cette fois-ci les franchises. Et c'est dommage parce qu'en fait, on comprend, il y a des déséquilibres financiers, il y a la dette, il y a le déficit, et ça, on ne peut pas le nier, il faut qu'on trouve des solutions. Mais on pourrait aussi, en même temps, profiter chaque année de ce budget de la Sécu pour enclencher des mesures qui pourraient produire des effets concrets les années suivantes. On a des mesures d'efficience, il suffit, on sait que si on mettait des mesures un petit peu plus volontaristes sur la prescription, par exemple, des professionnels de santé, sur l'harmonisation des prescriptions, on pourrait dégager 15 à 20 milliards d'euros chaque année. La lutte contre la fraude aussi. Enfin voilà, il y a des mesures. Il y a des pistes. Il y a des pistes. Et c'est dommage parce qu'on réfléchit trop à court terme et on n'en profite pas pour enclencher en même temps d'autres mesures. Et on rentrera ensuite dans le vif du sujet. Vous déplorez aussi un manque de vision de la part du gouvernement, même sentiment que votre... Ah oui, c'est systématiquement un pas en avant, deux pas en arrière. Les taxes qui sont encore revenues sur la table. Je rappelle quand même que les taxes dans les complémentaires, c'est passé de 1,25, 2,50%, 6 et quelques, 7, on est à 13,27. Donc ça veut dire que sur 100 euros de cotisation, 13,27 euros part pour financer le déficit de la sécurité sociale. Donc en fait, il ne sert pas à rembourser les soins, ce qui est le but d'origine. Donc on voit vraiment, clairement qu'il n'y a aucune vision long terme. Il y a effectivement une loi de finances qui est annuelle, mais qui devrait s'inscrire dans un temps long. Et franchement, on le déplore. L'heure est aujourd'hui aux grandes décisions, il n'y a plus le choix ? Alors, je suis d'accord sur ce qui est dit, c'est toujours court-termiste, sans réflexion sur le système de santé dans son ensemble. Après, on parle toujours des dépenses et jamais des recettes, comme ça a été dit d'ailleurs par un député. Par la sénatrice, une sénatrice. Effectivement, on a aussi un manque de recettes. On sait que les dépenses de santé vont augmenter dans le temps, dans l'avenir,
pas seulement pour le vieillissement de la population, on a aussi des techniques médicales qui sont de plus en plus coûteuses. Donc on sait, hein, la Haute Autorité pour les comptes de l'assurance maladie disait qu'il fallait à peu près 4 à 5% d'augmentation dans ce qu'on appelle l'ONDAM, donc le budget de la Sécu, pour faire très simple, par an pour garder notre système de santé à l'identique. Ce n'est pas ce qu'on fait depuis des années, parce qu'on a aussi réduit les recettes de manière assez considérable. Ça a même été pointé par la Cour des comptes, c'est dire si c'est quand même un élément important, et qu'on cherche tout le temps à contraindre les dépenses sans réflexion. Il y aurait sûrement des économies à faire, mais on ne réfléchit pas à l'organisation du système de santé. Et effectivement, comme ça vient d'être dit, c'est des mesures de court terme qui, tous les ans, sont doublées dans le cas des franchises, où on voit apparaître de nouvelles choses. Et ce n'est pas comme ça qu'on peut être... on peut avoir un système de santé qui va être maintenu dans le long terme, qui va être pérenne. C'est ce que je pense on souhaite tous. Vous partagez ce constat, Frédéric Bizard, les orientations ne sont pas à la hauteur des enjeux énormes aujourd'hui? Oui, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, honnêtement. Donc, la question, et moi ce qui me fascine toujours, c'est que dans les débats, on vient d'en entendre un petit peu un bout, c'est qu'il y a quand même une forme de déni de la crise profonde dans laquelle notre système de santé. En effet, le système de la santé est responsable d'à peu près 80% des déficits, est responsable de l'essentiel du déséquilibre de la sécurité sociale. Ça ne veut pas dire que les 4 autres branches vont particulièrement bien et n'ont pas besoin de réformes structurelles, mais il y a déjà le partage d'un diagnostic. Est-ce qu'on est sur un problème qui est conjoncturel, sur lequel, si on serre un peu les boulons, si on augmente un peu les recettes ou si on diminue un peu les dépenses? En gros, la gauche pense qu'il n'y a pas assez de recettes et la droite pense qu'il y a trop de dépenses. Un peu, c'est du classique. Donc c'est du grand classique. Bon, mais est-ce que c'est vraiment ça le fond du problème, ou est-ce que c'est qu'on a un système qui est vraiment à bout de souffle? On a là des représentants des assureurs privés. On est sur un système qui, historiquement, a fait de l'assureur privé le payeur un peu à l'aveugle du reste à charge que devaient payer les ménages. Est-ce que ce système-là, il est bon, ou est-ce qu'on peut considérer que l'assureur privé peut avoir un autre rôle dans ce système, en plus du rôle de l'assurance publique? Mais ça, ce sont des sujets de fond. Pas obligé d'être d'accord sur eux, mais ce sont des sujets de fond. Et non seulement ils ne sont pas abordés, j'abonde dans le sens de mes collègues ce soir, et ne sont pas abordés, mais on n'envisage pas de les aborder. C'est ça qui est le plus inquiétant. Mais pourquoi? Mais parce que... Alors ça, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que le politique craint ce débat de fond? Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a des lobbies très importants, des corporatismes très importants. Le corporatisme médical fait peur, par exemple, auprès du chose. Donc on se dit, l'hôpital public est est un peu l'éléphant dans la pièce qu'on a quand même extrêmement peur de secouer. Bon, comme ça, on peut prendre des choses. Mais c'est ça qui est le plus préoccupant. Qu'on ait des problèmes à boucler le budget 2026. Mais là, on est en fait dans une crise extrêmement profonde, parce que vous avez un problème budgétaire qui est de fond, mais surtout, vous avez un service rendu à la population qui ne cesse de décliner. Et donc, le sujet de la santé qui s'est inscrit dans les 3 sujets principaux politiques que les Français voudraient voir abordés, on voit bien qu'il n'est pas abordé par le politique. Et dernier point, est-ce qu'il y a des solutions structurantes? Est-ce que c'est l'Himalaya, comme un ancien premier ministre? Non. C'est juste un peu de réflexion et un peu de courage politique. Les complémentaires qu'on représente aujourd'hui, Mme Scadreux et moi-même, on n'est pas associés à ces discussions de fond. Or, on voit bien, les complémentaires, c'est un tour de contrôle, c'est vraiment une interface entre les assurés sociaux et le système de santé. Et donc, on a un rôle à jouer extraordinaire. On a toutes ces personnes au téléphone tous les jours dans nos centres de gestion, et il y a plein de choses à faire, notamment sur la prévention. On a un nombre de données qu'on n'exploite pas. Mais si on n'est pas associé aux discussions en amont, on va rester dans un rôle un peu aveugle, ce que vous déplorez tout à l'heure. Oui, non, moi ce que je voulais juste ajouter, c'est qu'en effet, il va certainement rien se passer cette année, mis à part des mesures qui sont quand même, qui vont coûter cher aux Français directement. On envisage peut-être qu'il ne se passe rien non plus l'année prochaine, parce qu'on va attendre les présidentielles, et chaque année, en fait, on attend toujours un petit peu plus. Et je crois qu'il faut que collectivement, on se dise, essayons de faire de ce temps, cette période qui nous sépare des prochaines présidentielles, essayons d'en faire un temps utile pour réfléchir collectivement, pour se mettre autour de la table, pour voir
voir là où les uns et les autres, on est le plus efficace, le plus performant dans l'organisation du système de santé, dans son financement, je sais pas, par exemple dans la prévention. Et nous, en tout cas, la Mutualité française, voilà, on va essayer de sortir de cette logique. Vous avez lancé les États généraux lundi dernier avec 6 organisations, logique, dont la CFDT. Voilà, on essaye de sortir de cette logique déplorative et avec 6 autres organisations, donc les professionnels de santé, une fédération hospitalière du privé solidaire, l'UNSA, voilà, et puis l'association des assureurs mutualistes. On se met tous autour de la table et on lance une consultation massive, en effet, des Français, parce que l'air de rien, le doublement des franchises, si on double encore une fois après un premier doublement l'année dernière, on commence à avoir un reste à charge qui ne peut pas être pris en charge légalement ni par la sécurité sociale ni par les mutuelles. Ça commence à faire un montant important et petit à petit, à bas bruit, on est vraiment en train de changer la philosophie de la sécurité sociale telle qu'elle a été créée initialement, l'universalisme de la sécurité sociale, et on le fait à bas bruit et on consulte personne. En fait, on ne demande pas aux citoyens ce qu'ils souhaitent pour leur sécurité sociale demain. On leur demande pas quels besoins sociaux ils souhaiteraient qu'on couvre. On leur demande pas quels efforts ils seraient prêts à faire, quel niveau de socialisation, quel niveau de mutualisation ils sont prêts à consentir ou pas. Bon, on verra bien la réponse. Mais en tout cas, effectivement, on lance une consultation massive et notre objectif, c'est d'essayer de faire émerger un consensus le plus large possible. Et il y aura du dissensus. Et notre objectif, c'est aussi de documenter ce dissensus, de le documenter de manière objective et de présenter aux futurs candidats à la présidentielle l'état de ce consensus et de ces dissensus. Ça peut aussi créer de la grogne sociale. On entend des Français qui sont obligés de payer chaque jour un peu plus pour leur santé, avec un système de santé, on l'a dit, qui est quand même défaillant en France. Alors défaillant, il ne faut pas non plus pas à la hauteur, en tout cas. Se tirer le mal dans le pied, parce que quand on voit ce qui se passe ailleurs, c'est pas beaucoup mieux. Donc on a un système de santé qui reste quand même un système de santé plutôt bon, qui s'est beaucoup dégradé ces dernières années, ça c'est vrai, et qui a généré aussi des inégalités. Alors je vais peut-être fâcher mes collègues, mais il y a quand même vous êtes là pour ça. Non, il y a quand même eu des lois qui font que la part des complémentaires est de plus en plus importante sur le remboursement des soins. C'est-à-dire qu'on a transféré, les gouvernements successifs ont transféré des remboursements qui étaient dévolus à la sécurité sociale vers les complémentaires. Ces complémentaires, du coup, elles augmentent leurs tarifs, parce qu'il faut bien qu'elles puissent... Et ça génère des inégalités, parce que les Français ne sont pas égaux devant les complémentaires. Absolument pas. Vous avez les salariés du privé qui ont accès à des complémentaires d'entreprise, les salariés du public qui devraient y avoir accès, c'est en train de se mettre en place, c'est pas encore super clair, mais c'est en train de se mettre en place, pratiquement 10 ans après les salariés du privé. Et puis vous avez une partie de la population, alors elle est relativement faible, qui n'a pas accès à des complémentaires. Et après, tout le monde n'a pas la même complémentaire. Selon l'entreprise dans laquelle vous êtes, selon votre position dans l'entreprise, vous pouvez avoir des complémentaires qui sont ce qu'on appelle bien disantes, qui vous remboursent bien, et des complémentaires qui sont moins disantes. Donc, avec ces réformes, parce qu'il y a eu des réformes, et ces réformes, elles ont fait ce glissement des remboursements de la sécurité sociale vers les complémentaires. L'exemple du 100% santé, le fait de pouvoir avoir des lunettes ou des audioprothèses avec zéro reste à charge. Totalement remboursé, oui. Totalement remboursé, mais il faut avoir une complémentaire. Parce que ça, c'est les complémentaires qui le prennent en charge. Donc, si vous n'avez pas de complémentaire, vous n'avez pas. Les retraités aussi ont des problèmes avec les complémentaires parce que le prix augmente pour ces ménages les plus âgés et qui aussi ont le plus de dépenses et le plus de soins. Donc, on a aussi détruit un petit peu le côté très solidaire de la sécurité sociale en transférant une partie du financement vers les complémentaires qui, je suis désolée, mais ne sont pas solidaires comme le sont. Alors, la mutualité, c'est encore un petit peu différent, un peu plus solidaire que les assureurs privés qui, eux, c'est pas leur rôle de faire de la solidarité. Eux, ils font de la mutualisation du risque, ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais Frédéric Bizard, votre vision sur cette question très importante. Oui, cette question de financement. Mais c'est un petit peu comme dans le système de santé où on demande à des professionnels de santé d'être performants dans un système qui ne peut pas l'être dans l'organisation. Vous ne pouvez pas être performant au XXIe siècle quand vous n'êtes pas dans un système de santé, quand vous n'êtes pas performant sur le maintien en bonne santé. C'est un ministère de la bonne santé qu'il faut, c'est plus un ministère du soin, vous voyez quand même le souhait. Vous ne pouvez pas avoir un système de santé performant quand vous êtes encore sur l'organisation de soins ponctuels, où un jour on vous organise d'un côté l'hôpital, d'un côté la ville, de l'autre côté, donc, et pas une gestion de parcours. Et là, on ne peut pas demander
à des financeurs d'être performants dans un système qui est structurellement complètement défaillant. Et c'est pas parce que ça a fonctionné avant que ça va continuer à fonctionner aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui un système qui a un financeur public, en effet, qui a son organisation, sa logique, et puis un financeur privé qui a sa logique. On a transféré du premier vers le second tout ce qu'on a pu transférer, puis on s'est aperçu que le second, pour assumer sa tâche, devait compenser par une hausse des primes. Alors on se dit, oulala, maintenant c'est plus possible, et donc on se dit, tiens, maintenant on va augmenter la part des ménages. Donc aujourd'hui, déjà qu'il n'y a pas un Français qui peut comprendre qui finance quoi, mais alors aujourd'hui, sans rien changer, on vous dit, mais toi, tu vas financer un petit peu plus. Alors, mais quelque chose mais c'est invotable. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un député qui peut voter ça. Pourquoi ? Vous ne pouvez pas transférer 2,3 milliards sur les plus fragiles de notre pays, pas simplement parce qu'ils sont démunis, mais ils sont malades. Comme ça, indistinctement, en vous disant « non, mais ça ne va pas poser de problème ». Donc ça va poser un problème d'accès aux soins, évidemment. On fait une moyenne on fait une moyenne par personne. C'est pas une moyenne par personne. Ça va poser un problème de lisibilité Alors on dit qu'il faut responsabiliser les gens. Ben oui, mais il faut les responsabiliser, il faut quand même qu'il ait une visibilité, une compréhension de qui fait quoi. Donc on a la chance d'avoir 2 financeurs en France, un financeur public et des financeurs privés qui sont théoriquement une force dans le système, mais on en fait un vrai problème. Vous voyez, c'est là où j'en reviens on est à un moment de l'histoire, après 70 ans d'un système qui a plutôt bien fonctionné, où il faut repenser ce système pour qu'il fonctionne dans les 50 prochaines années. Et ça, pour finir, je suis tout à fait d'accord avec cette initiative. Moi, aujourd'hui, il ne faut pas s'acharner d'abord. D'abord, il y a une responsabilité collective à tout ça. C'est facile de dire l'État, les politiques. Bon. Mais clairement, pour différentes raisons qu'on pourrait aborder, ça ne viendra pas d'en haut. La réforme, pour différentes raisons, non pas parce qu'on a des gens incompétents en haut, mais parce que le sujet est trop sensible, personne ne veut s'y aider. Donc ça ne peut venir que des acteurs. C'est pas pour ça qu'on le fera pas. Et donc en effet, il faut des initiatives comme celle dont vous avez parlé, comme celle qu'on a nous lancée avec l'Institut Santé, comme celle. Il faut que collectivement, alors quand on dit collectivement, c'est évidemment les plus avant-gardistes, que tout le monde n'a pas à s'occuper de l'avenir du système de santé, vous voyez. Mais il faut quand même que ceux qui ont un peu d'expertise, de compétences, prennent le manche. Et l'État suivra, parce que l'État veut le bien du peuple. Et vous avez proposé un contre-budget, c'est ça ? Et on a même composé 10 milliards d'économies d'ici 2026. Oui, parce que, et vous voyez, ça correspond à la chose, c'est qu'il faut faire un peu d'économie, de sciences économiques. Vous avez 2 économistes ici, mais on ne fait pas d'économie, on fait de la comptabilité en matière de santé. Le raisonnement économique, c'est un raisonnement qui va essayer d'optimiser l'allocation des ressources. Excusez-moi l'expression, mais on s'en occupe pas beaucoup, qui va différencier la notion d'investissement de la notion de dépenses courantes. Quand on parle de prévention, c'est de l'investissement dans le capital humain. C'est quelque chose d'absolument essentiel, qui fait que l'essentiel des dépenses de santé, c'est une dépense d'investissement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'optimiser. Enfin, il faut évidemment évaluer ce que l'on fait. On n'évalue pas grand-chose si on veut avoir un système d'amélioration continue. Bon, donc je ne dis pas que les économistes doivent être les principaux penseurs du nouveau système. Mais enfin, un petit peu, il faut faire un peu d'économie dans ce secteur-là. Puis il y a la question démographique aussi. Il y a urgence à agir. On va découvrir d'ailleurs ces chiffres des dépenses de santé en France en 2024. Elles s'élèvent à 333 milliards d'euros. Ça fait plus 3,6% en 2024 contre plus 3,4% en 2023. La tendance, on la constate déjà. Oui, et moi j'ajouterais à tout ce qui vient d'être dit là, effectivement, transfert de dépenses de la sécurité sociale vers les mutuelles. Donc inévitablement, c'est une augmentation des dépenses pour les mutuelles et donc inévitablement une hausse du coût des mutuelles. Mais en fait, on peut imaginer aussi d'autres solutions, c'est-à-dire que parce que en plus de nous transférer ces dépenses, le contrat d'assurance santé, les mutuelles, en fait, c'est un contrat qui est hyper réglementé et qui est hyper réglementé par le ministère de la Santé. Et on a des obligations, en fait, de prise en charge, des obligations des interdictions de prise en charge. Enfin, tout est vraiment très très détaillé, presque ligne par ligne, et donc on n'a aucune liberté, on souffre d'une forme de liberté de manœuvre dans la gestion de nos contrats. On peut aussi, et là on a des propositions en ce sens qu'on porte avec France Assureur, on peut
à minima, réduire les obligations minimales de ce contrat dit responsable, essayer de réfléchir à un contrat que nous, on a appelé socle, qui serait un contrat sur les soins et les biens essentiels, revenir en fait à l'origine, la philosophie originale du contrat. Donc on revient aux biens essentiels. On organise la mutualisation la plus large possible sur ces biens essentiels parce qu'on n'a rien trouvé de mieux que la mutualisation pour faire baisser les prix. Et ensuite, libre à chaque adhérent à une mutuelle ou à un organisme complémentaire de choisir les garanties qu'il souhaite, plus ou moins couvrantes, en fonction de ses besoins, de son aversion au risque. De ses moyens aussi. Pardon ? De ses moyens aussi. Oui, et de ses moyens. Mais là, on est pour le coup, on est dans de la vraie responsabilisation. Le doublement des franchises, c'est pas de la responsabilisation. Non, mais je suis pas en revanche, si on laisse aux gens la liberté de choisir le niveau de couverture qu'ils souhaitent, je crois qu'on remet un petit peu d'huile dans tout ça. On renoue aussi avec des techniques assurantielles. On renoue aussi avec... Enfin, on peut aussi orienter certaines dépenses, notamment sur la prévention, et donc orienter sur de l'efficience des dépenses de soins et des prescriptions des professionnels de santé. On peut vraiment agir là sur des sujets bien... très structurel. C'est vrai ce que vous dites. C'est ce qu'on appelle le contrat responsable. Le contrat responsable, c'est un contrat qui suit les règles, les normes qui nous sont définies. Aujourd'hui, le contrat responsable a un catalogue de soins tellement élevé par rapport à ce qu'on a vécu il y a 20 ans que les prix d'entrée des mutuelles ont beaucoup monté. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a des contrats non responsables qui arrivent sur le marché et qui commencent à avoir un public. Parce que les gens ne peuvent plus... Un retraité, aujourd'hui, une couverture santé pour un retraité, ça commence à 60-70 euros par mois, par personne. Alors qu'avant, quand il était salarié, il y avait un financement de l'employeur qui a disparu. Donc vous avez un financement de l'employeur qui a disparu, vous avez un tarif à l'âge, parce que le tarif de la mutuelle se fait sur votre âge, et donc plus vous allez vieillir, plus le prix va monter. Donc on voit bien que ça ne fonctionne pas. Et puis il y a quand même un sujet qu'on n'aborde pas, mais les restes à charge. À un moment donné, il faudra quand même se dire que le reste à charge, on a quand même le reste à charge le plus bas de l'Europe. Ah oui. Justement, le gouvernement veut le passer à 9%, sachant que c'est 18% dans le reste de charge. Mais vous intégrez pas dans le reste à charge que les ménages payent aux complémentaires santé. Ouais. Donc en réalité, le reste à charge, il est beaucoup plus... Comme ils payent la Sécu. Ce qui vous reste... la Sécu, c'est solidaire, si vous voulez. La Sécu, on ne paye pas différemment selon l'âge que l'on a. La Sécu, on paye en fonction de ses moyens et on reçoit en fonction de ses besoins. Ça, c'était la volonté d'Ambroise Croizat qui a créé la sécurité sociale. Les complémentaires santé, elles ne font pas ça. Les complémentaires santé, elles sont là. Alors, la mutualité, c'est un peu... Alors, non, mais elle mutualise le risque. Il y a quand même une mutualisation très active. D'accord, mais la santé, ce n'est pas d'assurance dommage. Hein. Ce n'est pas la même chose de s'assurer sur la santé, ce n'est pas s'assurer sur sa voiture. Donc là, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que les contrats responsables, ils sont très importants parce que d'abord, ils sont défiscalisés. Pardon ? Une partie est défiscalisée pour les entreprises. 14% de taxes, vous trouvez que c'est défiscalisé ? Non. Oui, moins, c'est pas responsable, c'est 20%. Quand c'est 14%. Donc, il y a quand même une défiscalisation. C'est 2 mois. C'est l'équivalent de 2 mois, en fait. Vous payez la taxe en janvier, en février, puis ensuite, vous commencez à être remboursé. Entre 14 et 20, c'est quand même quand on dit aux entreprises qu'on va augmenter de 0,5, on a... La TVA sur les biens essentiels, elle est à 5,5. Je suis pas sûr que ce soit ça l'essentiel quand même. Non, mais je suis d'accord. Mais quand même, l'essentiel... Je voulais juste finir quand même mon idée sur les complémentaires, parce que les contrats responsables, ils ont quand même un rôle, c'est de garantir un minimum de couverture. Un minimum et un maximum de couverture. Parce que justement, la sécurité sociale s'est désengagée. Se désengageant des soins essentiels, elle les a transférés sur les complémentaires, mais il faut quand même que l'État s'assure que les complémentaires remplissent leurs missions essentielles, enfin disons que les missions qu'aurait dû remplir la sécurité sociale, c'est là où je suis d'accord avec vous, mais qui sont quand même des éléments essentiels de la protection en santé des patients. Frédéric Bizard. On voit bien que je pense quand même qu'on a tiré tout ce qu'on pouvait tirer de ce système qui est spécifique à la France. Il n'y a aucun autre pays qui a fait son... Mais nous, c'est une histoire, parce qu'on a eu une histoire. On avait les mutuelles qui ont été les acteurs essentiels au 19e siècle, au début du 20e siècle de la protection sociale. Et quand la sécurité sociale est arrivée, eh bien, il a bien fallu qu'on continue à donner un rôle aux mutuelles. Bon, on a donné plusieurs rôles dans celui-ci. Mais enfin, il faut sortir de ce système-là. Et il faut faire ce qu'ont fait les autres, parce qu'il y a un petit peu de réalité un peu économique derrière ça. C'est qu'il faut, c'est un fait, donc on peut être que d'accord, c'est pas la sécurité sociale, l'assureur public n'est pas financé, a un rôle redistributif, a un rôle dans la gestion du risque qui ne peut pas être le même dans le modèle français, européen,
que celui des assureurs privés. Donc il faut différencier les champs d'intervention des deux pour optimiser l'intervention des deux dans ce qu'ils peuvent apporter de meilleur pour le système. Donc un qui va être au cœur de la gestion du risque et qui va protéger contre le risque le plus important en matière de santé, ce financement des ALD, mais avec un vrai bouclier sanitaire, et qui va laisser l'assureur privé, qu'il faut organiser de façon mutualisée. En effet, moi je suis tout à fait d'accord avec ce contrat qu'on a appelé nous contrat socle, qui soit décidé par le Parlement et laisser une liberté importante d'options à ceux qui veulent des options, à ceux qui veulent des garanties qui ne sont pas des garanties absolument essentielles. Oui, enfin c'est pas très compliqué quand même. Mais là tout d'un coup, est-ce qu'une garantie essentielle en santé, est-ce que des lunettes c'est essentiel ou c'est pas essentiel? On a des sociétés savantes qui savent quand même ce qui est essentiel ou pas. Est-ce que la mésothérapie c'est aussi important que le traitement des cancers? Bon, il y a quand même des choses. La mésothérapie n'est pas dans les contrats responsables, donc c'est non, pas mais enfin, c'est que les médecines. Non, mais enfin, il y a des gens très attachés aux médecines douces. Ils ont le droit d'utiliser une mutuelle. C'est un très bon exemple. Les médecines douces ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale et les Français plébiscitent les médecines douces et plébiscitent le remboursement des médecines douces. Aujourd'hui, l'ostéopathe est considéré comme un praticien du corps médical, alors qu'il n'est pas remboursé par la Sécu et il y a zéro remboursement. Oui, non. Or, aujourd'hui, tout le monde plébiscite ces garanties. Et on parle actuellement d'un déremboursement envisagé, l'ostéopathie. 70% des Français, effectivement, jugent de manière assez positive ce qu'on peut appeler les interventions non médicamenteuses, ce genre de choses. Et les Français sont aussi assez réalistes et connaissent les risques de dérive des médecines douces. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la plupart, certaines sont maintenant protocolisées à l'hôpital. Il y a des interventions en hypnose médicale, en sophro, en ostéopathie, l'éducation, les éducateurs en activité physique adaptée, en nutrition, enfin tout ça, les psychologues, enfin c'est ce qu'on a, c'est le grand panier qu'on appelle intervention non médicamenteuse ou médecine douce. Et en fait, voilà, moi je pense qu'il faut laisser le choix aux personnes. Il existe ce choix-là. Il existe ce choix-là. Donc il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il existe ce choix. On peut très bien prendre une complémentaire qui couvre tout ça, à condition quand même d'en avoir les moyens, ce qui n'est pas garanti pour tout le monde. Je voulais vous entendre aussi sur cette information. Le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi renforçant la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. L'objectif, c'est un meilleur partage des informations entre l'assurance maladie et les complémentaires. Vous saluez évidemment cette décision? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est la fraude... Comme les cyberattaques. Aujourd'hui, il y a des cyberattaques sur les systèmes de santé. Ça représente quoi aujourd'hui, la fraude? On le sait? En volume, en chiffres? Je vais laisser mes camarades d'économistes en parler. C'est évalué à environ 12 milliards Et la plus grosse d'euros. La fraude sociale. La fraude sociale. La fraude sociale à 12 milliards d'euros. On sait que la fraude la plus importante, c'est la fraude fiscale, mais la fraude sociale est à 12 milliards d'euros. Mais là aussi, bon, évidemment qu'il faut lutter sans relâche au quotidien contre les fraudes. Qui peut être contre ça? Mais il faut essayer aussi structurellement d'avoir des modèles qui soient le plus adaptés pour éviter cette fraude. Donc quand vous avez des modèles comme ça, où vous avez un payeur aveugle, où vous avez une illisibilité, où on laisse penser qu'en fait il n'y a plus de reste à charge, alors que évidemment on a payé avant beaucoup pour ne pas qu'il y ait de reste à charge. Vous avez une forme de déresponsabilisation des gens. Bon, donc il y a aussi beaucoup de fraudes, des instituts dentaires qui se sont révélés. Mais 70% de la fraude, c'est les professionnels de santé, en effet. Voilà. C'est pas attention, pas n'importe quel professionnel de santé. Quand on pense fraude sociale, on pense toujours que ce sont les patients qui fraudent. Or, bien sûr que c'est intéressant de le mais il y a aussi des cabinets pas très honnêtes, etc. Mais on a vu les opticiens pousser allègrement la deuxième paire, un forfait de lentilles, etc. Ouais, en toute légitimité, c'est assez affolant, alors que c'est de l'argent, une partie d'argent public, et vous permettez des promotions sur des services de santé. Bon, là, voilà, donc on est co-responsable de ça. Sur les lunettes, c'est pas trop de l'argent public quand même, c'est 3 centimes par. Oui, mais enfin, c'est de l'argent socialisé. C'est de l'argent socialisé. C'est de l'argent privé socialisé. Mais sur la fraude, c'est intéressant, parce que sur le chiffre, effectivement, les montants de fraude, moi j'avais plutôt 14 milliards pour la fraude sociale, mais c'est assez. Mais on pense qu'avec cet article du projet de loi lutte contre les fraudes, c'est environ 4 milliards d'euros qui pourraient être récupérés, enfin qui pourraient être identifiés. Ce qui n'est pas négligeable dans la période actuelle. Voilà, une meilleure information de la Sécu et des organismes complémentaires. Et ça se partage à peu près équivalent.
effectivement 2 milliards pour l'un et 2 milliards pour l'autre qui pourraient être récupérés. Donc c'est intéressant. Et pour le coup, moi je voudrais saluer que effectivement l'écriture de cet article, c'est un très bon exemple d'une très bonne coopération avec l'assurance maladie, avec l'État, avec la CNIL, avec les professionnels de santé pour essayer d'écrire un article qui n'a pas été si facile que ça à écrire. Voilà. On parle de l'État. Je sais que cette semaine, vous avez interpellé également les maires de France. Ça peut jouer également sur le plan local. C'est un appel que vous avez lancé. Changeons aussi là-dessus. Il y a le financement qui est très important. Vous avez 3 points cardinaux à repenser. C'est le financement, l'architecture de financement, c'est l'organisation des acteurs et c'est la gouvernance, le rôle entre l'État et les collectivités locales et les ARS. Bon, pourquoi est-ce que les maires seront beaucoup plus importants demain qu'hier? C'est que quand on a une approche globale de la santé où on considère que la bonne santé est aussi importante que le soin, la bonne santé, c'est beaucoup de politiques publiques qui sont menées par les communes, les agglomérations et les conseils départementaux. Donc il faut associer ces gens-là à la gestion de la santé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les maires sont, comme on dit, à portée d'engueulade des administrés. Donc aujourd'hui, quand vous avez 10 millions... président Macron, quand vous avez 10 millions de personnes... Oui, j'ai failli en utiliser une autre, mais... quand vous avez 10 millions de Français qui n'ont plus de médecins traitants, quand de plus en plus de difficultés à juste avoir accès à quelque chose de très basique, qui quelquefois, c'est d'aller à un service d'urgence et tout ça, les premiers qui portent ça, ce sont les maires. Or, les maires n'ont pas la compétence, d'accord ? Donc il faut qu'il y ait, je pense, une organisation territoriale, et ça on y a beaucoup travaillé parce que c'est très compliqué la territorialisation des politiques publiques. On a territorialisé d'ailleurs, c'est comme d'habitude, on va dans le bon sens, mais on a territorialisé en gardant le cloisonnement du système. On a territorialisé les hôpitaux et des groupements hospitaliers de territoire, 135 groupements hospitaliers de territoire. On a territorialisé la ville avec des CPTS qui sont des collectivités professionnelles de territoire, mais qui connaît le territoire ? Quel Français connaît ces territoires-là ? Personne. Donc, nous, on est arrivé à la conclusion, vous voyez, qu'il faut en fait utiliser un territoire connu par 100% des Français et un territoire à partir duquel l'ensemble des politiques sociales sont organisées. Vous n'en avez qu'un, c'est le département. Il y a plein d'inconvénients, mais vous avez ces deux avantages-là qui permettent quand même d'avoir une organisation. Je parle de l'unité géographique, pas forcément du conseil départemental. C'est pas au conseil départemental de piloter tout ça. Mais l'unité géographique départementale est probablement celle qui permet de basculer vers une gestion vraiment territoriale et donc une gestion coordonnée de l'ensemble des politiques publiques qui amènent à la bonne santé et de se trouver des solutions très pratiques aux déserts médicaux, à l'organisation des parcours. Vous voyez, et donc il faut basculer. Donc il faut, dans cette nouvelle ère de santé dont on appelle de nos voeux, il faut être un petit peu... vous savez, c'est Keynes qui disait toujours l'essentiel n'est pas de comprendre les nouvelles idées, mais c'est d'abandonner les anciennes. Vous voyez, c'est qu'en fait, on a du mal un petit peu à sortir du modèle qu'on connaît tous. C'est humain, mais pourtant, il faut en sortir. Une remarque, peut-être, sur ce qui vient d'être dit ? Non, mais c'est vrai que les maires, notamment dans le cas des déserts médicaux, jouent un rôle d'ailleurs. Ils jouent déjà un rôle de créer des maisons de santé, d'essayer de faire... venir des maires, d'attirer et de résoudre les problèmes. Oui, bien sûr qu'il y a l'échelon national et puis ensuite il y a évidemment les échelons locaux. C'est indéniable, je ne peux pas aller qui remet en cause d'ailleurs la notion des agences régionales de santé, qui est un autre sujet qui est arrivé cette semaine avec 11 ministres qui sont venus en pompiers essayer de les sauver. Mais il faut... encore une fois, c'est pas si simple que ça, mais il faut repenser le rôle de l'État. Quel est le rôle de l'État ? On a un État qui n'est pas stratège, mais qui est très interventionniste. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il soit stratège. Jusqu'où est-ce son intervention doit venir ? Et puis, il y a un truc qu'on a détruit, qui était une des racines du modèle français, c'est la démocratie sociale et sanitaire. C'est très important. Ça, je suis d'accord avec vous, c'est très important. Donc, on peut être en désaccord sur comment on l'a reconstruit, mais on ne doit pas être en désaccord sur reconstruire une démocratie sociale et sanitaire forte. Ça, c'est un sujet majeur. À l'origine de la sécurité sociale, c'était les citoyens, donc les représentants des syndicats, des malades, enfin des salariés, des potentiels malades et du patronat qui géraient la sécurité sociale. Et du coup, les décisions, est-ce qu'on demande aux gens s'ils sont prêts à cotiser peut-être un peu plus, sachant qu'ils sont mieux soignés ? C'est une question qui n'est pas posée. Et quel type de soins ils souhaiteraient voir remboursés plutôt que tel autre ? Est-ce qu'ils préfèrent l'optique ou, je ne sais pas, l'ostéopathie, j'en sais rien, ou le dentaire. Bon, effectivement, il n'y a plus du tout de décision de la part des individus, des patients. Ils sont complètement exclus du système qui n'est géré qu'à l'Assemblée. Et on voit que les décisions qui sont prises par les députés ou les sénateurs ne sont pas celles que souhaiteraient forcément... Sauf en entreprise. Parce qu'en entreprise...
le dialogue social dans le pilotage du risque frais de santé prévoyance, dont on ne parle pas aujourd'hui, mais qui est important, hein, l'arrêt de travail, l'invalidité et le décès, ce dialogue social, il fonctionne bien. Et le pilotage des régimes frais de santé, avec le choix des garanties, le choix des niveaux de remboursement, fonctionne et se crée. Donc là, c'est peut-être encore un espace de dialogue qui fonctionne vraiment bien. Un mot aussi sur les médicaments génériques. On sait que le gouvernement pousse justement pour une plus grande production. Moins cher, évidemment, ces médicaments. Est-ce que ça peut tuer, voire freiner, voire tuer, l'innovation en matière médicale? Non, alors pas du tout. D'abord, les médicaments génériques, on en a plutôt moins en France qu'on en a en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Donc, il y aurait par rapport à nos voisins, on est en dessous. Par rapport à nos voisins, si vous voulez, ce qu'on appelle le portefeuille de génériques, c'est-à-dire le nombre de génériques par rapport à l'ensemble des médicaments, est plutôt plus faible en France. Donc non, ça ne tue pas l'innovation, ce n'est pas les mêmes médicaments, c'est généralement maintenant même plus les mêmes laboratoires qui les produisent ou qui les ont. Donc pas du tout, il n'y a pas de risque de tuer l'innovation. Avec les médicaments génériques, il y a justement la possibilité de voir des gisements d'économie intéressants. Mais non seulement il n'y a pas de risque, mais le meilleur allié de l'innovation, c'est le générique et le biosimilaire, qui est le générique des biothérapies. Souvent d'ailleurs ce que n'admettent pas beaucoup les labos innovants. Pourquoi ? Parce que vous gérez un médicament sur un cycle de vie d'un médicament, d'accord ? Donc vous avez au moment de l'innovation une très forte valeur et souvent une position un peu monopolistique ou oligopolistique, parce que vous amenez quelque chose qui a une valeur supérieure aux autres. D'ailleurs, la destruction créatrice de M. Aguillon qui vient d'avoir le... Hein, ça c'est important. C'est clé en... Pardon ? C'est Schumpeter, mais il l'a remis au goût du jour. Ah ben, mais oui, mais alors ça, c'est très intéressant d'ailleurs, parce qu'on a toujours l'impression qu'on découvre ou qu'on innove, mais on ne fait que pousser plus loin des idées qui ont été annoncées avant. Parce que si vous prenez début du XXe siècle. Voilà, oui, mais Aguillon et Howitt ont quand même remis au goût du jour et ont montré dans le contexte du XXIe siècle que cette théorie-là tenait bien la route, parce qu'il y a toutes les conditions pour que ça fonctionne. Donc, moi, je pense que c'est mérité. Mais la santé est au cœur de cette destruction créatrice. On a la chance d'avoir ce qu'on appelle une hyper-révolution, c'est-à-dire que la santé est au cœur de plein de révolutions, d'accord ? Et en fait, de la même façon qu'on a deux financeurs puissants dont on fait un problème d'avoir un excès d'innovation. Donc, les innovations thérapeutiques sont les bienvenues, mais pour qu'elles soient finançables, soutenables, il faut évidemment dynamiser beaucoup plus, libérer le marché des génériques et des biosimilaires. On peut aussi évoquer ce qu'il se passe aux États-Unis. On le sait depuis des mois, Donald Trump met la pression sur les labos pharmaceutiques pour qu'ils baissent le coût de leurs médicaments. Résultat, le secteur pourrait par ricochet augmenter ses prix en Europe. On va écouter le locataire de la Maison-Blanche. C'est un moment très enthousiasmant, car encore une fois, nous faisons baisser le prix des médicaments à des niveaux que personne ne pensait possible. Ce sont de gigantesques baisses de 200%, 300%, 500%, 700% et un peu plus que ça. Bon, encore du grand Donald Trump dans le texte. Mauvaise nouvelle à venir pour l'Europe ? Alors, c'est plutôt une bonne chose pour les Américains. C'est quand même Biden qui avait initié ça avec l'Inflation Reduction Act. Donc, Trump s'approprie quelque chose qu'il n'a pas vraiment mis en place. Mais c'est vrai que, vraisemblablement, il va y avoir des baisses de prix significatives. La contrepartie pour l'Europe, c'est que ce que voudrait Trump et ce que veulent les labos, c'est que ça soit compensé par des hausses de prix en Europe. N'oublions pas non plus, ce qui est, à mon avis, très dangereux, c'est que ces baisses de prix et ces droits de douane qu'il impose sur les firmes pharmaceutiques ont conduit à beaucoup de réorientation des investissements qui étaient prévus en Europe vers les États-Unis. Ça veut dire vraisemblablement des baisses d'emplois et des délocalisations aux États-Unis. Ça veut dire aussi une perte de souveraineté sanitaire pour les pays européens. Donc il faudrait que l'Europe réagisse un petit peu fortement face à ces annonces et ces décisions de Trump. Oui, que Trump restructure un petit peu le système de santé américain, qui est quand même à l'échelle collective profondément défaillant, avec un niveau d'inégalité sociale de santé qui est absolument inimaginable, qui s'occupe surtout de ça. Mais Trump a toujours besoin, il fait partie de ces politiques qui ont besoin de trouver des boucs émissaires. Vous voyez, donc, comme il n'aime pas beaucoup l'Union européenne, il est vrai que quand on regarde le PLFSS dont on parlait tout à l'heure, faire du prix du médicament la variable d'ajustement en pensant que quand vous avez une hausse de volume de 7%, il suffit de baisser le prix de 7% pour qu'il n'y ait pas d'augmentation, ça va pas très bien marcher. Ça fonctionne bien sur une feuille Excel.
Sur une Et feuille c'est Excel, tout, c'est ça, quoi. cette Et approche voilà. très Et dans la comptable, vraie vie, court-termiste. Mais voilà, donc il faut en effet pouvoir valoriser les innovations à leur juste prix, mais ensuite qu'il y ait un système par la concurrence qui permette au prix de baisser, mais de façon prévisible pour l'entrepreneur. Oui. Qu'on aime ou pas cette industrie pharmaceutique, c'est une industrie hautement capitalistique qui ne fonctionne que si vous avez un haut niveau d'investissement dans la R&D, c'est le plus haut niveau, à peu près 18%. Recherche et développement, on le rappelle. Recherche et développement, et puis que vous ayez une rentabilité suffisante, donc aux États de bien négocier, de mieux négocier que ce qu'ils font probablement, et puis encore une fois de libérer dans le cycle de vie du médicament au maximum quand les médicaments perdent leur brevet, qu'il y ait véritablement une très forte hausse des ventes de médicaments génériques. Il nous reste 30 secondes. Ouais. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que c'est quand même une entreprise qui tient sur des brevets qui sont surexploités. C'est une industrie qui est complètement monopole et qui a des profits qui sont surdimensionnés et qui investit beaucoup moins en réalité, quand on regarde vraiment la réalité, qui investit beaucoup moins dans la R&D qu'ils ne veulent le dire. Ils investissent beaucoup plus dans la promotion et le lobbying que dans la recherche et développement. Donc il ne faut pas trop mystifier cette industrie. Le système est perfectible. Globalement, on peut pas. Ce sera le mot de la fin, c'est déjà terminé. Vous reviendrez tous nous en parler une prochaine fois quand c'est intéressant. Ça passe toujours trop vite. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir accepté l'invitation de France 24. L'info continue sur notre antenne.